Le petit point carotte. Salut tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo un peu sérieuse, parce qu'il y a un petit truc qui me gêne chez pas mal de critiques ciné. Attends, mais les gens ne viennent pas sur cette chaîne pour un truc sérieux? C'est de l'humour débile ici, normalement. Oui, enfin, les gens viennent pas sur la chaîne tout court, donc je peux faire un peu ce que je veux. En plus, on n'est même pas animé. Je vais pas mettre un mois à nous animer juste pour parler d'un petit sujet. Petit point carotte, ce sera comme ça. Ah, parce que tu comptes en faire d'autres? Au moins une autre. Mais comme ces vidéos sont différentes des posts d'humour nul, je vais les poster la semaine où normalement je ne poste pas. Comme ça, tout le monde sera content. Ah oui, c'est bien ça. Je suis content. Et si t'es con, tant mieux. Revenons au sujet de la vidéo. Il y a un petit truc qui me gêne assez souvent dans pas mal de critiques que j'ai pu voir et lire. Il continue alors d'y réfléchir et observe le paysage télévisuel d'alors, qu'il trouve trop banal, trop convenu avec ses personnages désespérément constants, condamnés à rester la même version d'eux-mêmes pendant des années et des années, sans complexité psychologique, sans traumatisme, sans dilemmes moraux, sans transformation. Ce concept de transformation le fascine. C'est ça qu'il veut explorer. C'est ça qui constituera la base et la finalité de son récit. Il veut prendre Mr. Chips et le transformer en Scarface. En d'autres termes, il veut prendre un homme bon et discret et le voir évoluer sur 3 saisons jusqu'à le transformer en un véritable caïd. L'objectif avec cette série télé, c'était d'aller à l'encontre de tous les lieux communs du format. Ce qui est très bien en revanche, c'est que l'histoire est racontée au fil des épisodes et des saisons. C'est pas comme Le Monde Perdu où c'est un épisode d'une histoire, un épisode d'une histoire, un épisode d'une histoire. C'est quand même plus sympa, on a vraiment l'impression de suivre une série. Que là, tu fais une vidéo juste parce que 2 personnes ont fait une erreur? Non, j'ai mis 2 extraits parce que je les trouve assez parlants. En fait, c'est très régulier cette erreur, et je trouve ça dérangeant, pour des critiques. Oh, le fragile, quoi. C'est bon, je peux continuer. Même moi, ça m'ennuie alors que c'est moi qui l'écris ce texte. Allez, sors ta science de ton petit pois. Boomer. En fait, dans le langage populaire, c'est vrai que tout le monde fait la faute. Et quand quelqu'un me dit série dans la vraie vie, je vais pas le reprendre, je suis chiant mais pas à ce point-là. Ce que je trouve dommage, c'est que des critiques fassent l'erreur, vu que eux c'est un peu leur boulot. En fait, une série, c'est lorsqu'un épisode peut être visionné sans que celui-ci soit impactant sur tout le reste de la série. C'est-à-dire que la situation initiale ne change pas à la fin. Il y a une aventure unique à chaque épisode, et ça change pas le statu quo. Alors qu'un feuilleton, c'est une seule et même histoire racontée sur plein d'épisodes. Donc si on rate un épisode, ça va être galère pour la compréhension globale de l'histoire. Voilà, c'est fini. Allez, ciao. Mais non, mais je vais pas juste balancer la définition comme ça, je vais expliquer le pourquoi du comment quand même. Ok. C'est pas aujourd'hui qu'on va rigoler, hein. Alors d'après plein de sites et revues, la toute première série, entre guillemets, serait I Love Lucy. Pourquoi tu mets des guillemets? C'est parce que t'as eu la flemme de la regarder et que tu ne sais pas si c'est un feuilleton ou une série, c'est ça? Tout à fait, parce que l'agence Nostradamus, feuilleton français, est sorti 1 an plus tôt. Donc on peut voir que le grand remplacement a bien eu lieu, même les spécialistes ne se renseignent plus que sur la culture américaine. Complotiste! Oh, ça va, c'est juste une blague. Cela dit, au moins je vais l'avouer, peut-être qu'un autre feuilleton est sorti plutôt ailleurs, genre en Italie ou en URSS, ou autre. Si je dis ces 2 pays, c'est surtout parce qu'ils avaient déjà une grande culture cinématographique à l'époque. Mais peut-être que ça s'est fait dans un autre pays, comme l'Inde par exemple. Mais à part I Love Lucy et l'agence Nostradamus, j'ai rien trouvé d'autre. Eh bah si. Donc merci ma prof d'histoire de l'art de m'avoir dit des conneries que j'ai pris comme argent comptant, ainsi qu'aux revues que j'ai pu lire sur papier et sur internet. Déjà, I Love Lucy est considérée par beaucoup comme la première série moderne car c'est une sitcom. Non mais tant qu'on y est, on prend la première série avec de la couleur et on dit que c'est la première série moderne parce qu'elle a de la couleur quoi. Donc, dans l'ordre que j'ai pu trouver, Oswald le lapin chanceux, les Merry Melodies, vous savez, c'est les Looney Tunes, donc Bugs Bunny, Daffy Duck, Pippi le coyote, Titi Gros Minet, Marvin le martien, Pépé le putois, Porky le porc, Sam le pirate, Speedy Gonzales, etc. Tom et Jerry, Superman, Woody Woodpecker, Time for Beanie. Ah, mais c'est parce que les pseudo-experts de mes estiment que les dessins animés c'est pas de l'art, me direz-vous? Pas même pas, parce que j'ai trouvé ça aussi. The Philco Television Playhouse, Studio One, The Ruggles, The Lone Ranger. The Lone Ranger? Sérieux? Comment les personnes soi-disant sérieuses qui font des histoires des séries ne connaissent pas cette série, dont il y a eu une adaptation il y a pas si longtemps? S'il y en a un d'eux qui me regarde, voilà ce que j'ai envie de lui dire. Tiens! Du coup, le terme série viendrait, oui, je prends des pincettes, du fait qu'au début, c'était considéré comme des séries de courts-métrages, mais ça a tout à fait la forme des séries actuelles. Et le terme feuilleton, en français, vient des feuilletons littéraires. Je ne vais pas refaire un aparté pour ça après, mais quand je vais parler que les chaînes ont donc favorisé le format feuilleton, c'est donc bien pour la fin des années 70, début 80, et donc pas pour les formats à l'origine. Voilà, le Patman du montage vous dit à bientôt. Mais avant de faire l'historique mondial... Enfin, mondial, c'est très occident-centré, hein. Oui, bon, ok. Il faut que je parle des États-Unis et de la France qui sont particuliers dans le domaine. On pourrait aussi parler de l'Angleterre, mais c'est assez particulier et j'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure. Ces pays étaient très en avance dans l'audiovisuel pour la télé par rapport à la majorité des autres pays.
Aux États-Unis, ça a commencé avec ce qui est plutôt série, pour, dans les années 70, passer au format feuilleton. Alors qu'en France, ça a commencé avec un feuilleton, ce qui était plus proche de sa culture par rapport au format littéraire, mais c'est très vite mis à la série. Sûrement par rapport justement au succès d'I Love Lucy, et surtout Ma sorcière bien-aimée, qui a fait un véritable carton. Et dans les années 70, le feuilleton est arrivé en force, le rendant populaire aux États-Unis et en France via surtout La petite maison dans la prairie. Dans le reste du monde, ce qui l'a surtout rendu populaire, c'est le Game of Thrones de l'époque, l'hyper connu Dallas. Ah, parce que tout le monde connaît ça. Tu sais, tout le monde n'est pas grabataire comme toi, hein. Bon, alors Dallas, c'est le premier feuilleton qui s'est très bien exporté, qui a eu un audimat constant et même grandissant, et qui a lancé la mode des feuilletons. Parce que oui, Dallas sorti en 1978 a eu beaucoup d'impact. Notamment parce que les foyers s'étaient beaucoup équipés de télévision dans les années 60, et surtout, milieu des années 70, s'est opéré un peu partout en Europe la libéralisation des chaînes télé. Par exemple en France, TF1 est apparue, en tant que chaîne indépendante privée, dans le sens où elle a eu son propre canal de diffusion. Avant ça, TF1 était diffusé sur les plages horaires de la ORTF. Regardez comme exemple la France par rapport au public qui va regarder cette vidéo. Mais je pense que le meilleur exemple reste l'Italie car elle englobe tout ce qui s'est passé niveau bataille des chaînes dans son histoire. Avant 1970, il y avait 2 chaînes publiques, la Rai Uno et la Rai 2. Au début des années 70, à cause de soucis de système de diffusion, il est possible de capter en Italie des chaînes étrangères, incitant le gouvernement à accepter la première chaîne privée italienne, Telediffusione Italia Telenapoli, puis Canal 5, alors que des pays étrangers diffusent des programmes italiens pour profiter de cette audience, comme Télé Monte Carlo, TSI et TV Coper Capodistria. Et qui dit libéralisation, dit pognon, pépette, moula. Du coup, acheter un feuilleton déjà existant, plus payer un traducteur et des personnes pour faire des voix, ça coûte moins cher que de créer. Bon, tu vas pas nous faire tout l'historique des chaînes télé, non? On s'en fout un peu quand même. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est important par rapport à ça, c'est que dès lors, l'audimat est devenu hyper important. Car les chaînes, surtout privées, avaient besoin d'audimat pour mettre de la pub. Car pour ceux qui savent pas, le privé c'est fait pour gagner de l'argent. Et donc le but d'une chaîne privée est de vendre de la pub. Rien d'autre. Et pourquoi il y a de la pub sur les chaînes publiques? Ah ça c'est parce qu'il a été décidé que l'État est censé être une énorme entreprise et qu'il faut la gérer pareil. Mais ça c'est un autre débat. Du coup l'audimat est devenu LE facteur principal des chaînes télé. Et quoi de mieux que de fidéliser le produit? Spectateur. Oui, le spectateur. Et comment le fidéliser au mieux? En mettant un programme qui donne envie de voir la suite et de ne surtout pas le rater. Car si on rate un épisode, on ne comprendra pas la suite, ou l'on risque de rater un événement important. Et c'est là que les feuilletons ont commencé à faire leur apparition. Et on en a eu pléthore, avec pour but de continuer à appâter le chaland. On aura vraiment tout fait, hein. Pas le moyen de faire autrement. Mais le souci des feuilletons pour les chaînes télé, c'est le financement. Car il faut bien financer ou acheter. Et le souci de financer un programme qui doit tenir toute l'année, eh ben ça coûte cher. Si ce n'est pas constant, on peut perdre la motivation du spectateur à voir la suite l'année prochaine. Et ça peut arriver si le feuilleton est pas forcément génialissime. Alors que s'il est toujours dans la continuité, même si c'est pas terrible, les gens continuent à regarder par habitude. Et faire des grilles de programmes non régulières, bah c'est du boulot aussi. Et si les spectateurs ne sont pas au rendez-vous l'année d'après, avoir financé une nouvelle saison qui fonctionne moins bien, ça va pas l'investisseur. Ce qui l'obligerait dans ce cas-là à payer des personnes vraiment talentueuses, très talentueuses. Et ça c'est tout à fait possible parce qu'il y en a plein des personnes très talentueuses. Mais le but du capitaliste, c'est de faire de la thune à moindre frais. Et une fois que la sauce feuilleton a bien prise, il fallait trouver un truc encore mieux. Et c'est là qu'est revenu en force la série. Pour les chaînes télé, c'était du pain béni. Et oui, parce que la série, chaque épisode est indépendant. Ça veut dire qu'on peut financer une saison avec beaucoup moins d'épisodes. Pas besoin de tenir une année entière. On peut rediffuser des épisodes quand la saison est terminée, et l'ordre n'a aucune importance. Si un épisode est apprécié par le public, on peut le remettre. Si un épisode n'est pas apprécié par le public ou la chaîne télé, hop, on le zappe. La chaîne peut faire ce qu'elle souhaite sans en avoir rien à faire du matériau de base. Et si l'audimat se lasse, paf, on arrête. Une série n'est pas vouée forcément à avoir une fin. Et surtout, comme tous les épisodes sont basés sur des structures narratives plus ou moins identiques, ça permet de pouvoir mettre n'importe quel scénariste à la place de la personne qui l'a créé. Donc, si une personne demande plus, tac, on le dégage, on en prend un autre. Ok, mais il y a pas mal de séries qui ont une fin quand même. Alors oui, parce qu'il y a quand même des investisseurs qui ont un peu d'âme.
Et puis aussi, aux USA, c'est créé des contrats où les actrices sont obligées d'être disponibles et de jouer pendant 7 ans. Donc si la série fonctionne, eh ben on continue. Et comme on sait qu'on a plus ou moins 7 ans, on peut prévoir une fin sur 7 ans. Par contre, si la personne souhaite arrêter avant les 7 ans ou la fin de la série, en général, l'indemnité de rupture de contrat, c'est le salaire gagné pendant les différentes saisons déjà jouées, plus un malus. Autant dire que lorsque tu veux arrêter, t'as pas trop le choix, t'as intérêt à avoir un bon porte-monnaie. D'où le fait que lorsque Sarah Michelle Gellar disait qu'elle voulait arrêter Buffy après la saison 5, comme c'était prévu dans le scénario à l'origine, mais que Joss Whedon ne voulait pas parce qu'il voulait continuer, elle n'a pas pu, parce que contractuellement, elle était bloquée. Par contre, si la production décide d'arrêter, bah là pour les personnes qui bossent sur l'œuvre, que dalle. Même si les feuilletons redeviennent à la mode, sur les chaînes télé françaises, là je parle de ce que je connais, proposer un feuilleton, c'est mort, et elles le disent elles-mêmes. La série leur permet de faire ce qu'elles veulent et ça les arrange bien. Bon, à moins de connaître les bonnes personnes, d'avoir un bon CV et d'être suivi par le bon studio de prod, ce qui est limite le plus important, là il y a un peu de possibilités, mais c'est très frileux. Alors pourquoi tout le monde dit série au lieu de feuilleton? Déjà, feuilleton, dans les années 90, ça faisait ringard, rien que le terme. Et puis dans les années fin 80 et 90, ça a été l'apogée des séries. Les seuls feuilletons qui restaient, c'était les trucs dits de grand-mère. Du coup, le terme série s'est imposé parce qu'il y avait pratiquement plus que ça. Et petit à petit, les séries sont devenues feuilletonnantes. Par exemple, la saison 1 de Buffy. Essaie de trouver autre chose. Chaque épisode est indépendant. C'est à partir de la saison 2 que ça devient feuilletonnant. Et encore, c'est très léger. Puis petit à petit, c'est devenu un feuilleton. Pareil pour X-Files. Tu voudrais qu'on aille à Dallas? Yahoo! D'ailleurs, on pouvait le voir au début de la trilogie du samedi. Souvent, les 2 épisodes après celui inédit faisaient partie des premières saisons. Ce qui permettait à la chaîne d'inciter les gens à venir regarder pour voir le nouveau. Et après, de toute façon, les gens restaient, comme ça ils revoyaient des épisodes dont ils n'avaient pas besoin de resuivre l'histoire. Du coup, je pense que ça a dû perdre pas mal de personnes, parce qu'on leur dit, vous regardez une série, et puis petit à petit, cette série devient un feuilleton. Du coup, dans la tête des gens, c'est normal que c'est toujours une série. Et après cette ère de série feuilletonnante, vers la fin de la grande époque de la télé, est arrivé le feuilleton qui a tout remis en cause, Lost. Faisant un audimat de taré. Mais partout on pouvait lire la série événement, alors que c'était un feuilleton. Et ensuite, avec tous les médias qui se sont développés sur internet, le feuilleton est revenu complètement en force. Bah oui, parce que pour les spectateuristes, c'est largement plus pratique de visionner tout ça, et pour les médias, l'audimat s'est transformé en nombre de vues. C'est un peu différent. Par contre, le souci, c'est qu'être passé entre deux par la case série, il reste des bribes désagréables de ça. C'est-à-dire que les financeurs ont pris l'habitude de dire « si ça marche pas cette saison, on arrête », et ça existait très peu à l'époque sur les feuilletons. Ils étaient vendus avec une histoire avec une fin, et à la limite, si l'audimat n'était pas aussi bon que souhaité, il fallait finir l'histoire en 2 ou 3 saisons à la place de 5 ou 6. Mais au moins, les gens avaient la fin. Actuellement, si ça ne fait pas le score voulu, hop, on arrête, en laissant les personnes que ça intéressait comme des vieilles crottes de souris dans un grenier d'une maison abandonnée. Par contre, si ça fonctionne bien, on va dire, faut allonger. Ce qui donne, du coup, des fois, des sous-intrigues ou voire des saisons qui servent strictement à rien. Ce qui peut aussi, du coup, lasser les gens qui regardent, et du coup, ça marche plus, et pof, on supprime sans la fin. En fait, c'est super long pour pas grand chose, non? Effectivement, je me suis un peu lâché à l'écriture. En plus, j'ai viré pas mal de passages. Mais en gros, pour les critiques, évitez de vous tromper. Il est aussi facile de dire un feuilleton c'est une histoire continue, et une série c'est chaque épisode indépendant. Et ensuite, continuer la vidéo ou le papier juste pour avoir les bons termes quand on explique. Surtout quand c'est important. C'est un peu comme quand la stéréoscopie est redevenue à la mode. Partout dans les cinémas, on pouvait lire 3D. Sauf que la 3D, c'est une technique pour faire des œuvres. Alors, quand j'en parle avec des potes, oui, je dis 3D pour la stéréoscopie, pour pas alourdir la discussion. Par contre, dès que c'est pour parler technique ou au boulot, je fais la différence entre les deux. C'est un peu pareil pour les termes série et feuilleton. Oulala, j'ai cru que t'allais encore partir dans un autre truc, mais bon, ça va, tu t'es arrêté à temps. Bon voilà, je crois que tout est dit. Allez, salut tout le monde! Bon, j'espère que ça a été intéressant et compréhensible, ou du moins pas trop ennuyeux. J'ai viré énormément de parties pour que ce soit pas trop lourd à digérer, mais j'espère que ça a été quand même. Je trouve aussi qu'on sent vraiment que je lis un texte. De nouveau, j'espère que ça n'a pas trop dérangé. Si j'ai la motive d'en faire d'autres, je vais essayer de m'améliorer. En tout cas, pour les personnes qui ont tout regardé, merci d'avoir eu tout ce courage.